Merci, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Lafontaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, nous avons devant nous le projet de loi 12, loi instituant la prestation de services de garde éducatif à l'enfance par les personnes reconnues à titre de responsables d'un service de garde éducatif en communauté. À l'arrivée au pouvoir de la CAQ, c'était la saignée que l'on voyait par la suite 2018, 2019, 2020, 2021, Madame la Présidente, sous la CAQ. On a vu une augmentation majeure des places en service de garde, milieu familial. Puis je me rappelle à l'époque, j'étais porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille avec l'ancien ministre de la Famille. On avait sonné l'alarme. C'était des milliers de places qui fermaient annuellement. À un certain moment donné, on avait de la misère même à avoir les données. À un moment donné, c'était 24 000 places qui avaient fermé sous le règne de la CAQ et on demandait des solutions. Par la suite, dans ce contexte-là aussi, il y avait eu des négociations très difficiles pour ce qui est des sources de revenus de celles et ceux qui sont éducatrices, de nos éducatrices. Avec la FIPEC, on avait mené le combat, Madame la Présidente, calculatrice à la main. Tout ça fait en sorte que le réseau avec la CAQ a beaucoup souffert, et le projet de loi qui est ici devant vous, Madame la Présidente, tente, dans la 8e et dernière année de la CAQ, d'arriver à une solution qui a des mérites, mais qui va, vous nous entendrez, on va voter pour le principe. Nous aurons beaucoup de questions en article par article. Le projet de loi vient du fait, entre autres, que les premières années au pouvoir de la CAQ jusqu'en 2022, c'est reconnu, près de 19 000 places en milieu familial ont été perdues, fermées, une saignée, un exode. Et des femmes très, très, très majoritairement qui avaient des places en milieu familial trouvaient les écueils multiples. L'isolement, difficulté de concilier le travail, la vie personnelle et ainsi de suite, mais également les conditions d'exercice. Et à travers ça, les bureaux coordonnateurs, la relation qu'ils allaient avoir avec les bureaux coordonnateurs, ça venait ajouter au chamboulement. Là, la CAQ a né en fin de régime, dernière année, soit. Projet de loi, encore une fois, qui a du mérite. On a entendu les groupes qui sont venus soulever les mérites du projet de loi. Et à cet effet-là, vous allez me permettre de saluer Mme Francine Lessard, la DG du Conseil québécois des services de garde éducatifs à la petite enfance, qui est arrivée avec une idée de projet pilote et qui l'a aidé, cette idée-là, à la matérialiser sur le terrain. Et il est vrai que les projets pilotes ont donné de bons résultats. Et que maintenant, nous devons, d'ici, parce que les projets pilotes, certains termineront après leurs 5 ans, au 31 mars 2027, on doit arriver à pérenniser ça. Mais on ne le fera pas n'importe comment, Madame la Présidente, puis on ne le fera pas dans une loi qui serait un gruyère, qui aurait des trous, puis qui aurait des questionnements. Et à cet effet-là, puis je vois que la ministre prend des notes, ce qui est une bonne chose, parce qu'elle pourra déjà être prête à l'article par article, ce qui va faire l'objet de discussion. 1. Alors, les bureaux coordonnateurs auront-ils des ressources nécessaires additionnelles? Les BC, les bureaux coordonnateurs, auront-ils les ressources nécessaires additionnelles? Parce que cette nouvelle façon de faire-là, par les RSG qui pourront œuvrer au sein d'institutions communautaires ou dites communautaires, donc plus dans les résidences privées, mais tantôt dans des établissements publics, municipaux ou même privés, avec des baux qui seraient signés avec des locataires, puis j'y reviendrai un peu plus tard, que devrait être mis. Est-ce qu'il y aura des baux types? Quelle sera la responsabilité de tout un chacun? J'y reviendrai. Alors, premier élément, 1, les bureaux coordonnateurs, à combien sont évaluées les ressources additionnelles nécessaires? Parce que là, vous leur rajoutez, Madame la Présidente, plus qu'un 2h30, 3 heures par semaine là, de vérification par RSGE. Et à combien c'est chiffré? Quand les ressources seront-elles mises en place? Et comment et quand ça va être déployé? Puis ça représente combien? Parce qu'on ne pourra pas, à ce moment-là, être
quelque chose comme inefficace si ce n'est pas prévu. Premier élément. Deuxième élément, dans le maintien des projets pilotes actuels. Dans le maintien des projets pilotes actuels, des mesures transitoires sont évidemment prévues et les adaptations, parce qu'il y a un 3 mois. Le premier 3 mois, c'est de faire l'évaluation. Le deuxième 3 mois, c'est au niveau des adaptations. 3 mois pour pérenniser un projet pilote qui, à la lumière du cadre législatif qui sera, le cas échéant, voté, devront, dans certains cas, s'adapter, modifier des choses qu'ils faisaient dans un contexte de projet pilote, mais qu'ils ne pourront plus faire dans un contexte législatif. 3 mois, est-ce suffisant pour s'adapter? Grand questionnement. Deuxième questionnement. Pour la ministre, collaboration entre deux RSGA. C'est quelqu'un qui est venu dire, là, la façon de le nommer, c'est les DIAD. Parce que là, vous étiez en milieu familial. Vous aviez une personne qui était responsable dans sa résidence privée. Elle avait le droit à 6 tout-petits. Si elle avait une aide, elle pouvait aller jusqu'à 9 tout-petits. Là, ce sera une personne URSGA qui pourra en avoir 6, mais elle pourra constituer une diade avec une autre qui pourrait, elle également, en avoir 6, qui ferait 12. Bon, maintenant, il faut encadrer législativement cette relation-là. Et il faut s'assurer que chacune connaisse ses responsabilités, ses devoirs et ses droits, ce qui n'est pas anodin. Alors, la collaboration et la responsabilité commune dans une diade de ces deux RSG-là, comment régler les problèmes en cas de mésentente ou de conflit. Et, encore une fois, les bureaux coordonnateurs, quel serait leur rôle, quelles seraient leurs ressources. Puis les bureaux coordonnateurs se voient davantage comme des accompagnateurs que comme un tribunal. Alors ça, il va falloir, évidemment, en tenir compte. Troisième élément. Quatrième élément, pénurie de main-d'œuvre. Quelle est l'analyse? Puis tant mieux, mais à un moment donné, il ne faut pas faire en sorte de déplacer le problème ailleurs, Madame la Présidente. On l'a vu avec les maternelles 4 ans. Combien d'éducatrices ont dit, parfait, maternelle 4 ans, c'est dans un contexte d'une école scolaire, les conditions de travail sont meilleures, puis grand bien leur face, c'était intelligent pour elles de dire, bien, je quitte un CPE, puis je m'en vais maternelle 4 ans. On a déshabillé un réseau pour essayer d'en créer un autre parallèlement. C'est un peu comme les maisons des aînés. À un moment donné, à la fin de la journée, maison des aînés, ça coûte extrêmement cher, mais vous avez 3600 personnes, dernière fois que j'ai regardé la liste, qui n'ont pas de place en CHSLD. Alors, avant de pouvoir gagner à la loterie du Taj Mahal, maison des aînés, il aurait peut-être fallu mettre ces centaines de millions de dollars-là à consolider un réseau qui en avait grandement besoin. Je referme la parenthèse. Alors, méthode tout à fait caquiste, de ne pas considérer l'impact. On aura des questions à la ministre. Quelle est l'analyse d'impact sur l'exode potentiel? Je prends l'exemple du CPE, d'une éducatrice qui dit « Parfait, à ce compte-là, je serai à mon compte ». La définition juridique d'être à son compte, c'est d'être une travailleuse autonome. On le sait. Mais il y aura moyen pour elle, grand bien lui fasse encore une fois, d'augmenter et d'améliorer sa qualité de vie, puis son modèle de ce qu'elle veut, comment elle veut pratiquer sa profession d'éducatrice. Bien, quel est l'impact, l'analyse d'impact? Parce que s'il y a des CPE, s'il y a des milieux de garde qui sont impactés négativement, bien, est-ce qu'à la fin, on crée au net suffisamment de place ou est-ce qu'on ne crée pas un problème? Dans certains cas, c'est une question qui va se poser. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas, c'est des questions qui vont se poser. Également, on aura un dialogue, je le sais que ça fera partie des discussions, sur à quel endroit on les met. À quel endroit on les met, pour pas justement l'expression imagée, pour ne pas qu'il y ait une cannibalisation d'un réseau qui viendrait faire en sorte de faire compétition et qu'il aurait dû être placé ailleurs. Il y aura une discussion qui aura lieu, je le sais, à ce niveau-là. Donc, quel risque pour les places existantes sous le chapitre de l'exode potentiel d'éducatrices qui irait vers ce nouveau modèle-là? Pouvoir réglementaire important. Pouvoir réglementaire important. Ce n'est pas le premier projet de loi où l'on est extrêmement préoccupé par un gouvernement qui a bien de la misère à rédiger des articles de loi, puis qui se dit, savez-vous quoi, on va mettre un fourre-tout par règlement. Il réglera, là où la ministre, l'entièreté des autres écueils et problèmes. On va vouloir l'encadrer, nous, le pouvoir réglementaire. Puis ça se met dans des articles de loi
pourra notamment prévoir un règlement qui prévoira tel élément. Alors, on aura l'occasion, Madame la Présidente, d'avoir de bonnes discussions là-dessus, sur l'encadrement du pouvoir réglementaire, parce que c'est pas vrai que nous, le Parti libéral du Québec, on veut donner un chèque en blanc au gouvernement caquiste. On a comme perdu confiance là-dessus. On nous excusera. Ça fait 8 ans. Ça achève. Nécessité de procéder à d'importantes modifications réglementaires, des changements aux encadrements administratifs sur le plan informatique. Donc, risques liés à la transformation informatique. Je sais que je m'en vais avec mes skis dans le bain, Madame la Présidente. Je ne sais pas. Peut-être à cause de l'article de Radio-Canada du 29 janvier dernier, où l'on disait place vacante et bug avec le nouveau portail d'inscription des garderies du Québec. Le nouveau portail d'inscription des places en CPE était devenu libre. Ces places-là étaient restées vacantes pendant des semaines avec le nouveau portail d'inscription. On nous dira, c'était la phase de lancement. Puis même déjà là, la ministre de la Famille assure que le déploiement est un succès. Mais dans le réseau, le son de cloche est parfois bien différent. Puis j'ai même pas lu l'article, mais je me rappelle de l'avoir lu à l'époque, en janvier. Puis on me corrigera si j'ai tort, mais il y avait un directeur de CPE qui disait avant cette nouvelle panacée-là, avant ce nouveau pain tranché-là, parce que c'était la panacée, ça nous prenait 3 jours pour avoir une réponse. Là, ça prend plus d'1 mois. J'y vais de mémoire. Je suis certain que c'est toujours ça, ce qui est marqué dans l'article. Ça n'a pas changé. Qu'en est-il aujourd'hui? Donc, le système qui remplaçait Place 05, qu'on attendait, puis il y a eu un rapport de la VG, je pense que ça fait 3 ans qu'on l'attendait. Place 05, Madame la Présidente, ça a pris énormément de temps. Il y a évidemment une augmentation des coûts. Au lancement, ça ne fonctionnait pas. Qu'en est-il? On va élargir, vous nous le permettrez, Madame la Présidente, on va élargir le débat sur cet aspect-là et on va voir quel serait l'impact, le cas échéant, d'ajouter une commande, une demande, une réaction de cela. Parce que si ça prend des mois pour combler une place, bien, à la fin de l'année, ça fait pas augmenter l'accès au réseau. Donc, guichet unique, nous aurons l'occasion de voir l'impact numérique là-dessus. La loi n'impose pas d'obligations légales aux partenaires, notamment quant à l'entretien et la sécurité des locaux. Il arrive dans on n'appellera pas ça installation, parce que l'installation, dans le contexte du ministère de la Famille, une installation, ça a un sens bien précis. Mais une RSGE qui serait dans un contexte de diade, encore une fois, quelle serait la responsabilité entre ces deux-là? Mais quelle serait la responsabilité entre la locatrice, travailleuse autonome, et le locataire, fût-il public ou privé, dans ce qui serait un contrat de location type ou pas type? Est-ce qu'on va vouloir, puis je pense qu'il faut avoir le débat, mettre certains types de clauses quant à la responsabilité de qui? S'il y a un bris d'eau qu'on doit fermer pendant X nombre de temps, qu'en est-il? Quelle est la responsabilité du locataire, la responsabilité de la travailleuse autonome qui est la RSGE et quels sont les recours des parents? Vous voyez, Mme la Présidente, quand on introduit un tel régime, il va falloir dire, peut-être qu'on va dire, bon, on va faire copier-coller de ce qui se passe déjà ailleurs dans le réseau, sous d'autres cieux, mais il va falloir, dans ce contexte-là, avoir une discussion notamment quels sont les niveaux exigés pour une travailleuse autonome quant aux assurances, de quelle nature les assurances, quel niveau les couvertures. C'est des questions excessivement tangibles, excusez-moi, mais qui devront être posées et à laquelle le gouvernement n'aura pas le choix d'apporter des solutions. Puis on n'attendra pas là-dessus que le ministre ou la ministre nous donne la réponse X mois après dans un règlement qu'on n'aurait pas eu le temps, malgré le 45 jours de publication, puis qu'on n'aurait pas eu l'occasion de discuter. Donc, le nouvel article 56.6 oblige les deux RSGE d'un même milieu à signer conjointement chaque entente de service avec les parents. Je suis une RSGE. Je suis responsable de mes 6 enfants. La loi permet. Donc, je suis sorti de chez moi, ma résidence privée, qui était l'ancien modèle. Modèle qui a toujours cours, mais ma pratique était selon l'ancien modèle et je veux être dans le nouveau modèle. Je sors de chez moi, je signe un bail, j'ai mes 6 enfants, mais là, je peux avoir une autre partenaire dans le même local qui arrive avec ses 6 enfants également. Alors, et nous serons conjointement obligés d'intervenir dans le contrat. Moi, mes 6, je suis responsable, mais je vais être intervenante dans le contrat de l'autre des 6
dont elle est responsable. Ça veut dire quoi? Quelles sont mes obligations légales? Oui, on aura le débat, la discussion sur santé, sécurité, bienveillance, s'assurer d'un milieu sain, mais comment ça va se définir? Ça va être marqué où? Ce sera traduit comment dans la formation, dans la communication? Il va falloir bien communiquer, parce qu'il dit nouveau modèle, dit nouvelle façon de faire, nouvelle réalité. Moi, je suis responsable de mes 6, mais jusqu'à quel point je suis responsable des 6 autres également? Puis si je me rends compte que finalement, ça ne marche pas du tout, là, la diade, au début, c'était bien beau, là, des fois, ça arrive de même dans les contrats, des fois dans les contrats de mariage aussi, la première année, ça va bien, mais à un moment donné, je referme la parenthèse, Madame la Présidente, mais imaginez-vous donc si ça arrive dans des contrats de mariage, ça arrive des fois, à l'occasion. Alors, quels sont mes recours pour dire, OK, ça finit, ça ne marche pas, on n'a pas la même vision. Des fois, ça peut même être des conflits de personnalité, ça arrive. Ça arrive, ça, hein, des conflits de personnalité. Je referme la parenthèse, j'allais faire un parallèle, je n'irai pas là. Alors, Madame la Présidente, certains auront compris. Alors, Madame la Présidente, c'est important, on va avoir le débat, on va en discuter. Fin de la parenthèse. Aussi également, il y a une alerte qui a été levée par le CQSEPE, alerte sur un risque fiscal majeur. Ça pourrait forcer les RSGE à s'enregistrer comme une entreprise commune. Une entreprise commune. Alors moi, je suis travailleuse autonome, il y a une diade. Est-ce que je dois fiscalement avoir un traitement à titre d'entreprise commune? Là, on va nous dire, on a tout posé ces questions-là au ministère des Finances, à Revenu Québec, et voici ce qu'il y en est. Bon, on va poser la question, puis on va s'assurer de retourner toutes les pierres. Parce que, point de vue fiscal, il pourrait y avoir, il y aurait, si nous n'y portions pas attention, des conséquences. Et ça, on ne veut pas l'apprendre en bâtissant l'avion en plein vol, parce que ça, dans ce film-là, on a déjà donné bien en masse. C'est fini les avions en plein vol. Alors, quel serait aussi l'impact sur l'alourdissement d'un fardeau administratif? Moi, j'étais chez moi. J'étais une responsable de service de garde dans la maison, milieu familial. C'était bien moins exigeant point de vue paperasse. J'avais une relation avec le bureau coordonnateur, mais là, je suis travailleuse autonome, mais là, j'entre en partenariat, en affaires, je signe des baux, je signe des documents, je suis responsable, il y a un traitement fiscal. Qu'en est-il de la lourdeur administrative? Puis on sait que le gouvernement n'a pas brillé parmi les meilleurs pour diminuer le fardeau, ils l'ont augmenté. Alors, et souvent, c'était sur des sentiments qui se voulaient positifs au départ, mais à un moment donné, ça se traduit par une lourdeur administrative excessivement importante. Aussi, les bureaux coordonnateurs seront-ils adaptés aux réalités des Premières Nations? C'est important, ça d'avoir le débat. On le sait qu'il y a des réalités différentes. Et en ce sens-là, les bureaux coordonnateurs pour des RSGE qui participent des Premières Nations, Madame la Présidente, il y aura nécessairement d'avoir une approche différenciée, une approche calquée, collée. On va l'avoir, ce débat-là, qui est excessivement important. Et vous me permettrez de faire un lien avec le projet de loi 9, l'interdiction du port des signes religieux pour nos services de garde. Quel est l'impact de cela? Quel est l'impact de cela? Vous allez dire, ça s'applique plus ou moins quand tu es milieu familial à la maison, mais là, je suis dans une institution, j'ai signé un bail avec une municipalité, par exemple, ou un service public. Qu'en est-il? Je suis sous leur toit. Alors là, la relation ne veut pas, il y aura une analyse d'impact du projet de loi 9. L'analyse d'impact également du PEC. On a hâte de voir la fumée blanche, là, le 12 avril, où le PEC, ça a l'air que ça va être réglé. Mais dans l'intervalle, on a à subir 2 mois où le PEC y est abandonné. Quel sera l'impact du PEC? Ou, après post-vision du ministre actuel de l'Immigration, c'est déjà annoncé, là. Alors, je ne sais pas si là où la candidate va garder le ministre de l'Immigration en poste, mais nécessairement, il va y avoir un changement, là. Il va y avoir une réintégration du PEC. Quel sera ce type de recréation du PEC, de remise en place du PEC? Quel sera l'impact ou l'intégration de ce que l'on veut ici, de femmes qui pourraient avoir un signe religieux, puis qui pourraient dire, moi, je veux être une RSGE selon ce modèle-là. Quels en sera les impacts tangibles? Nous aurons évidemment plusieurs questions là-dessus. Alors, Madame la Présidente,
Vous dites, coudon, là, il y a de l'air fâché, lui, aujourd'hui. C'est quoi qui se passe? Non, je suis un être tout à fait heureux. C'est mon air naturel pour vous dire qu'on est prêt à collaborer. On est pour le principe. Une chance, hein? Imaginez-vous s'il était contre. Ça serait épouvantable. Alors, Madame la Présidente, on va voter pour le principe. Bon, on est prêt à travailler, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Monsieur le député, je vous remercie, mais ne me prêtez pas des intentions. Je ne vous sentais pas choqué du tout. C'est à moi que vous me parlez à moi. Je ne suis pas choquée du tout. Ne vous inquiétez pas. Donc...